Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à une thématique originale qui a le vent en poupe, le design, mais pas n'importe lequel, le design africain. Vous allez découvrir des pièces raffinées, parfois uniques, fruits du travail de véritables designers avant-gardistes. Au sommaire, ce soir, enquête au cœur du mobilier design ivoirien. Luminaires, miroirs, tables et autres meubles insolites voient le jour, portés par des hommes et des femmes qui mettent un point d'orgue à faire rimer créativité avec africanité. Nous allons vous faire découvrir des pièces étonnantes qui visent à toucher un public au-delà des galeries. Puis de notre second reportage, nous partirons à la rencontre d'un homme qui lui aussi mise sur le design, non pas dans le mobilier, mais dans le secteur des vêtements. Aristide Loua a décidé de remettre au goût du jour les pagnes ancestraux pour faire briller la mode ivoirienne. Alors, quelle somme seriez-vous prêt à mettre dans l'achat d'un meuble? Quelle importance accordez-vous à votre mobilier? Si vous aimez le design africain et si vous en avez les moyens, il est très probable que vous soyez prêt à tout pour vous procurer les pièces que vous allez découvrir dans ce reportage. Des créations uniques, fruits du travail d'artistes designers confirmés ou en devenir. Eh bien, suivons ce reportage, design mobilier entre art et ameublement, un reportage signé Théo Renaud et Romane Émilie Kofi. Dans le quartier de la Riviera 2 à Cocody, un showroom de 2500 mètres carrés. Une enseigne ouverte en 2010 où l'on vend des meubles made in Côte d'Ivoire. Table à manger, canapé, lit, le tout avec une touche africaine. Alors, il y a différents types de salles à manger. Oui. Donc, voilà la première que je vous propose. Oui. Ce jour-là, cet architecte d'intérieur est en repérage avec une cliente pour aménager sa maison. Moi, je la trouve un tout petit peu petite pour la salle à manger, pour l'espace que j'ai. Donc, est-ce qu'on ne partirait pas plutôt sur une table à manger de 8 places? Justement, j'allais y arriver. Ah, Venez. Génial. Ça pourrait faire votre affaire. Ah, elle est magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Je peux dire que Beautiful Room a emmené le meuble africain, l'âme africaine à un autre niveau. Quand je parle d'un autre niveau, c'est un niveau international qui peut s'intégrer un peu partout. Parce qu'ils ont réussi à affiner ce que le savoir-faire africain. Il faut débourser entre 900 000 francs et 3 millions de francs CFA pour une salle à manger. Pas de quoi freiner certains acheteurs. Les délais et la fiabilité en fait, des meubles est pour moi très important lorsque je meuble ma maison. Et contrairement à des artisans ivoiriens où forcément il faut être toujours derrière eux, les appeler, courir et tout. Franchement, je n'ai vraiment pas le temps de ça. Lorsque je viens, je veux telle chose. J'ai mon meuble qui est produit et puis qui est livré à temps. L'authenticité africaine, l'esthétique, c'est toujours très beau, très sobre, c'est très bien fini et ça fait parler le cœur. Donc ça a une âme. Des meubles haut de gamme qui séduisent de plus en plus une clientèle locale, composée à 80% d'Ivoiriens et Africains vivant en Côte d'Ivoire. Le marché se développe très très rapidement. À l'époque, et pourtant il n'y a pas si longtemps, les mentalités étaient encore très très fermées sur le consommer local, surtout quand il s'agit de mobilier. Le chiffre d'affaires de l'enseigne augmente de 25 à 30% chaque année. Cette success story ivoirienne illustre l'intérêt grandissant pour le mobilier design local. En Afrique de l'Ouest, plus de 2/3 du marché dépendraient encore de petits artisans indépendants. De quoi donner envie à de nouveaux acteurs ambitieux de se faire une place dans le secteur. Mais se former, démarrer son activité et se financer ne sont pas des tâches aisées. Alors, des maîtres en la matière, comme Jean Servet Saumian, multiplient les initiatives pour aider de nouveaux créateurs à se lancer. Plonger dans l'univers du mobilier design, à la frontière entre l'art et l'ameublement.
Malik Koulibaly fait partie de cette nouvelle vague de créateurs. Avec Imalk, le quarantenaire s'est fait connaître pour ses t-shirts humoristiques et ses affiches mettant en avant les différentes villes de Côte d'Ivoire. Un des t-shirts que les gens aiment beaucoup, il y a ce modèle-là. Donc vous voyez qui a mis l'eau dans Coco. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui fait beaucoup rire. Tout a commencé par le t-shirt. Le t-shirt parce que bon, j'ai fait graphic design et le graphic design m'a amené à l'illustration simple. Donc c'est pour moi le support le plus simple que j'ai trouvé au début pour commencer. Donc c'était vraiment l'impression sur textile, donc t-shirt, casquette, etc. Et puis petit à petit, donc je suis arrivé sur l'illustration plus complète. Bon, toutes les mesures sont OK? Oui, c'est bon. Ouais, OK. Après le design sur textile, l'encadrement des affiches, il décide d'aller plus loin. Il imagine du mobilier, luminaires, miroirs, tables. Donc on part sur des représentations de textiles. Donc les textiles, les différents textiles africains, les textiles traditionnels. Donc là, notamment, vous avez le bleu, donc représentation du bleu, du tissu indigo bleu, avec les effets de teinture. Donc on passe de la teinture sur du tissu, nous à de la teinture sur du bois. Pour accueillir ses clients et présenter ses créations, Malik a installé un showroom accolé à son atelier. Donc ça sera la partie, tout ce qui est mobilier extérieur. On a du mal à imaginer quand on voit un peu tout ça pour l'instant, mais vous pouvez avoir un aperçu vite. Donc là, on a cette salle-là qui pourra accueillir les différentes collections. Donc vous avez les différents luminaires, tout ça c'est des commandes Péja. Donc c'est des meubles qui sont en partance pour différents endroits, notamment Korogo. L'ouverture de la boutique est prévue pour le mois de juillet. C'est à quelques kilomètres d'Abidjan, dans un atelier de Grand Bassam, que nous retrouvons Lisa Colomba-Djobi et Paul Ledron. Aujourd'hui, l'heure est aux préparatifs. Bien qu'elle n'ait lieu que dans plusieurs mois, la Biennale de Dakar occupe ces deux designers, sélectionnés pour présenter leurs créations. Donc ça, c'est les caisses de transport des différentes pièces que je vais présenter à la Biennale. On est en train de les terminer. Il ne reste plus maintenant qu'à emballer les pièces et à les faire partir. C'est vrai que la Biennale, c'est vraiment on va dire, le gros événement que j'attends et que Lisa aussi attend parce que c'est vraiment un événement d'envergure mondiale. Lisa Colomba-Djobi s'est démarquée grâce à une signature originale dans le design haut de gamme, les bouchons plastiques. J'ai travaillé avec les bouchons de bouteilles en plastique dans le but de pouvoir valoriser ces déchets plastiques pour leur donner une deuxième vie, une seconde vie, pour en faire des objets de design, pour créer des luminaires. Voilà. Designeuse depuis 2021, ses débuts n'ont pas été de tout repos, mais elle se consacre aujourd'hui à plein temps à son activité. Bon, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Il faut vraiment du courage, beaucoup de courage et beaucoup de patience. Mais en tout cas, c'est un métier passionnant. Paul, de son côté, travaille avec des matériaux plus classiques, comme le kamazakwe, une essence qu'il a découverte il y a peu. Car comme beaucoup de designers, il ne s'est pas formé en Afrique de l'Ouest, mais à l'étranger, à Londres. C'est une essence avec laquelle je n'ai jamais travaillé dans mes études, en fait. Et c'est vraiment à mon retour en Côte d'Ivoire et au travers du Young Designer que je me suis rendu compte d'à quel point mon éducation était eurocentrique. Et c'est vraiment grâce à Jean Servet et à ce qu'il a mis en place que j'ai pu adapter, on va dire, adapter mon éducation aux réalités locales. Donc j'ai appris à travailler avec les essences locales, il fallait les apprendre, comprendre leurs caractéristiques et également comprendre les différentes méthodes de fabrication et d'assemblage qu'on utilise ici localement, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. L'offre de formation en design est peu développée en Côte d'Ivoire, un manque que Jean Servet-Saumian essaye de combler en partie. Plus besoin de le présenter, il est la figure de proue du design ivoirien. Dans son showroom, ses dernières pièces s'apprêtent à partir à travers le monde. Ça, c'est une série qui vient de sortir, que j'ai éditée pour une foire à Londres. Donc on a édité 2 pièces. Il y en a une qui est ici à Abidjan, l'autre est à Londres qui est déjà partie. Donc là, Hibiscus Mon Amour, on a encore les casiers, les troncs casiers, toujours les Mondrian avec des casiers des va-et-vient.
Ici, j'ai la pirogue. C'est un projet très conceptuel, les pirogues. Donc, parce que je les travaille, les canapés, à partir de pirogues, de vraies pirogues qui ont navigué. C'est le but de ce projet. C'est de récupérer ces pirogues qui ont navigué, qui ont une histoire, et de pouvoir en faire des méridiennes ou des canapés. Tout a commencé ici pour le sculpteur ébéniste, connu notamment pour son travail autour du bois de cocotier. On est à Grand Bassam, c'est là où toute mon histoire commence, mon histoire de design, même si j'ai commencé à produire à Paris. Mais voilà, c'est ici que mon histoire a commencé. J'ai été formé à Bassam et c'est la ville de mes parents, de mes grands-parents. Donc c'est ici mon histoire, parce que c'est ici qu'il y a les artisans avec qui on travaille. C'est ici la ville du design. La ville du design, c'est Grand Bassam. La ville de création, c'est Grand Bassam, parce que c'est la ville des artisans. C'est dans cette ville d'artisans qu'il souhaite lancer la prochaine génération de designers, mais aussi attirer les créateurs du monde entier. Pour cela, il a fondé un lieu entièrement dédié à l'accueil des artistes, la Maison Nzima. Les artistes en résidence, c'est des artistes qui viennent, qui sont sélectionnés, soit par appel à candidature ou que je sélectionne moi-même avec mon équipe, et qui viennent à Bassam résider 1 mois ou 2 mois, ils dorment là et ils créent ici avec des artisans sur place. C'est ça une résidence d'artiste. Aujourd'hui, la première résidence arrive à son terme. 4 créateurs, dont 2 Ivoiriennes et 2 Marocains, ont travaillé sur une collection sous l'égide de Jean Servet-Saumion. Il faut qu'on voie les lignes. C'est vraiment les lignes qui vont donner la note. C'est là où on va définir quel bois peut convenir à cette ligne. Parce que tous les bois ne conviennent pas à toutes les lignes de pièces qu'on doit dessiner. Ouais. Et toi, tu as vendu le fourneau, là? Voilà. Cette résidence, ces 2 jeunes designeuses en herbe la voient comme une réelle opportunité. C'est important de regarder d'autres personnes, de regarder les devanciers, comme on dit, de regarder les personnes qui sont un peu plus établies, un peu plus avancées, qui maîtrisent un peu plus leur matière, parce que ça s'inspire. C'est vraiment une opportunité géniale en fait, de pouvoir nous donner cet espace et ce temps justement pour se concentrer sur la création de pièces. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'était vraiment le moment pour tester, pour explorer, pour rechercher et travailler avec d'autres artisans. Mais pour l'apprentissage pratique, c'est à l'atelier que ça se passe. Là, on est à 10. Là, ici, on a quoi, là? On a 20. Ouais. Donc, on part dans une assise maximum de 40. Ouais. Apprendre à utiliser les bons matériaux en fonction de sa création, mais aussi savoir guider l'artisan présent à chaque étape, tels sont les points essentiels que Jean Servet-Saumion tente de leur transmettre. Donc c'est tout ça qu'il faut penser, c'est tout ça qu'il faut, à chaque fois que vous devez produire des pièces, c'est vraiment de partir comme ça, dans ces montages, et à chaque moment, de voir comment ça évolue, comment on fait les montages, parce que ça, vous êtes obligé de voir ça avec l'artisan. Ouais. C'est des choses que vous devez faire corps avec l'artisan avec qui vous travaillez, pour définir la technique à utiliser. Ce maître du design veut aider une industrie à naître en Côte d'Ivoire et s'émeut de l'absence de formation des jeunes dans ce domaine. Je pense qu'être dans les ateliers, pour moi, c'est ça le réel. Dans nos écoles ici, là, ils ne sentent pas le bois, ils ne sentent pas les matières. On n'a pas d'école de design. Okay, dans nos pays en Afrique, on n'a pas d'école de design. On a des écoles d'art qui forment des designers avec des professeurs d'art plastique. C'est plus possible. C'est plus possible. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout sur le continent. Il faut que nos jeunes dans les écoles en Afrique soient formés par des professeurs en design, qui ont une formation en design, un diplôme en design, parce que le design est un métier. Après plus d'1 mois de travail, le moment tant attendu est arrivé pour Jean Servet et les 4 designers qu'il a pris sous son aile. Quelques minutes avant la présentation des œuvres à l'Institut français, la pression monte. C'est vraiment là, maintenant, que je vais montrer ce que je fais et tout ça. C'est un peu stressant, les avis des gens et tout ça. Mais je pense que je suis fière de moi. Je suis fière du travail et je pense que c'est que le début. C'est que le début, il y a encore plein de choses. Je crois que les portes sont ouvertes. Le public se presse pour découvrir le résultat de ce travail. Luminaires en bronze, inspirés des oiseaux d'Afrique de l'Ouest, paravents en rotin ou encore consoles aux formes géométriques.
C'est important et la plupart du temps, ce sont des pièces chimiques, donc façon d'avoir du IPA ou la maison du monde chez soi. Donc ouais, c'est important. Ce soir, je suis contente parce qu'on a reçu un public qui s'intéresse vraiment à nos travaux, qui s'intéresse au design. Et personnellement, j'ai eu de bons retours. Je suis vraiment très fière. Donc moi aussi, en tant que designer, je découvre un nouveau savoir-faire. Et ce n'est que le début pour voilà, d'autres choses à venir. Pour Jean Servet, qui accompagne ces artistes, mission réussie. C'est un pas de plus dans son objectif de faire grandir le design africain. Ça se fédère et c'est comme ça que le design va pouvoir avancer. On a plusieurs designers qui aujourd'hui se connaissent, peuvent demain échanger, peuvent discuter sur certaines difficultés, sur certaines choses, trouver des idées ensemble. C'est comme ça qu'on va créer une nouvelle communauté de designers sur le continent. Et c'est ce que j'ai envie de donner. J'ai envie de mettre mon pied à l'étrier, j'ai envie de donner ma petite, comment on va dire, contribution. Voilà. D'autant que le potentiel est immense. En 2024, le secteur du mobilier devrait générer plus de 16 milliards d'euros de revenus en Afrique. Retour en plateau et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Ledron, designer de mobilier. Avec lui, Violaine Beda, elle est gérante de Beautiful Home, entreprise spécialisée dans la conception et la vente de mobilier et la décoration d'intérieur. Et en face, Anaïs Djéré, gérante de Fouk Design, en zone 4, un lieu de vue mais aussi d'exposition, de vente de pièces de design rares. Je commence par vous, Paul Ledron, en tant que jeune designer. Que vous inspire ce reportage? Ce reportage m'inspire beaucoup de choses. Déjà, ça me fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à nous et qu'on a de plus en plus, on va dire que la lumière est mise sur nous un peu plus. Et ça m'inspire beaucoup d'espoir pour l'avenir. Alors, Madame Djéré, qu'est-ce qu'on peut trouver comme pièces, notamment dans le showroom de Fouk Design? Alors, Fouk Design, il faut savoir que déjà, c'est un concept store qui est tout sur le design. Donc on va du fooding au mobilier de galerie, jusqu'à la tech et à l'accessoire, et même aux livres de collection. Donc en fait, au niveau du mobilier, on va avoir du salon, des chaises, des tables, et de designers qui viennent du monde entier. Chez Fouk Design, c'est quoi la fourchette de prix? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter, vu que vous faites des œuvres rares? Alors, au niveau des œuvres rares, forcément, les tarifs vont être un peu élevés. Ouais. Donc on va aller jusqu'à 100 millions. Mais ça, c'est sur demande et sur collection. Sinon, on expose jusqu'à 15 millions. Après, au niveau des autres produits qu'on propose, ça part, en fait, on peut aller de 10 000 jusqu'à, après, plus haut, quoi. Ça reste accessible? Oui, c'est accessible quand même. Alors, je veux avoir un intérieur joli. Est-ce que dans votre philosophie, ça doit être cher? Pas forcément. Ouais. Pas forcément. En ce qui concerne Beautiful Home, en tout cas, nous proposons des articles qui varient, que ce soit le mobilier proposé ou la fourchette de prix. Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Alors, on parle d'une classe moyenne. Est-ce que vous êtes d'accord déjà qu'il y a une classe moyenne de plus en plus présente en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas qui répond en premier, oui, allez-y. Ah, ça, c'est clair. C'est évident. On le voit de plus en plus. Surtout ces 7-5 dernières années, il y a une classe moyenne qui veut consommer et qui veut consommer local. Alors, vous existez depuis combien d'années? Depuis 2010, donc ça fait 14 ans. Avant donc, qu'est-ce que vous aviez comme clientèle? Alors notre clientèle était principalement expatriée. Oui. Des expatriés qui étaient installés localement et pas mal de gens de la sous-région, bizarrement, mais pas forcément des locaux. Ouais. Donc expatriés et des consommateurs de la sous-région. Et donc, tout a basculé. On est d'accord, hein, ce n'est pas forcément réservé aux classes aisées. Non. Très bien. Alors là, on s'adresse à vous aujourd'hui pour faire des meubles locaux, mais avant, c'était quoi le processus de commande d'un meuble? On avait ce qu'on appelle communément les menuisiers
Hein, le petit menuisier voilà, qui produisait et qui continue, ce sont des acteurs importants jusqu'à présent de notre économie. Donc localement, on s'adressait à ces gens-là, mais c'est sûr que le concept de venir dans un showroom pour acheter du mobilier qui est fabriqué localement est plutôt récent. C'est récent. Paul, il y a un problème qu'on a souvent, le problème de la qualité, du professionnalisme de la plupart des travailleurs, mais en particulier de ces artisans qui travaillent. Est-ce que vous êtes confronté à ça? On en parle un peu dans le reportage. La question des délais, le fait de ne pas avoir les finitions que vous recherchez. C'est quelque chose auquel on est confronté au quotidien, je pense. C'est un travail, c'est une bataille qui se mène au quotidien avec les artisans avec lesquels on travaille. C'est sûr qu'avec le temps, ils commencent à apprendre et à savoir un petit peu ce que nous, on attend. Mais je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la demande. Peut-être que les gens n'étaient pas forcément aussi exigeants. Et je pense que le designer qui vient entre le client final et l'artisan a un grand rôle à jouer parce qu'il s'assure vraiment que les finitions sont au niveau attendu, on va dire. Vous disiez tout à l'heure que la formation au design, c'est surtout eurocentré. Pouvez-vous nous expliquer davantage en fait, cette question de dichotomie, Paul Ledron, entre les formations qui existent dans le monde et celles qui manquent ici? Je dirais déjà que la question principale, c'est que le design, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est la profession en tant que telle, on va dire la pratique existe depuis longtemps, mais définie telle qu'on la définit actuellement, qui est cette action de résoudre un problème, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui a vu le jour à la deuxième partie du siècle dernier en Europe. Donc notre système éducatif a un peu de retard à ce niveau-là, mais sinon le processus en lui-même, il y a certains artisans qui s'auto-proclament artisans, qu'on pourrait appeler designers, parce qu'ils ont vraiment cette réflexion de créer un produit, voir comment est-ce que le client va interagir avec le produit et l'améliorer pour la production suivante. C'est vraiment cette idée d'amélioration continue et de recherche cette volonté de vouloir résoudre des problèmes et d'améliorer, c'est ce qui fait vraiment le designer. Alors, qui conçoit chez vous? C'est qui est l'esprit qui dit « je veux que ce soit comme ci ou comme ça » chez Beautiful Home? C'est moi-même. Bien. Comment est-ce que vous pensez pour faire un mobilier qui est estampillé africain? Moi, personnellement, mon inspiration vient du mobilier à Caen. Ok. Voilà, très inspiré par les tabourets à Caen, par les fauteuils, les sièges. Toute cette culture-là m'inspire dans la création de mon mobilier. Et donc, ce mobilier traditionnel est modernisé. À quoi est-ce qu'on reconnaît que ce mobilier a été modernisé? Qu'est-ce qui fait que c'est moderne? C'est moderne parce qu'on y retrouve des courbes qui très souvent le mobilier traditionnel est très droit, les angles sont plus ou moins droits, la symétrie n'est pas toujours là, donc c'est là où nous y ajoutons des courbes. Du calcul, des mathématiques. Des mathématiques, les proportions sont aux normes, le vernissage est aux normes, c'est esthétique, voilà, c'est là qu'on reconnaît. On est dans un monde industriel, on parle de 4e révolution industrielle, donc il faut quand même qu'on ait un minimum de calcul, de précision dans les œuvres que l'on fait. Paul Ledron, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous véhiculez cette touche africaine aujourd'hui? Moi, cette touche africaine, je la véhicule au travers de la réinterprétation de ce patrimoine qu'on a. Donc, ça va être l'utilisation de certaines courbes, de certains motifs engravés. Mais pour revenir à la question que vous posiez juste avant et cette idée de modernisation, il va également avoir, on va dire, une fusion avec des tendances qui sont mondiales, une tendance peut-être au minimalisme, qui est mon cas. Je sais que j'ai des pièces qui sont assez légères, où je vais avoir juste le contraste des pieds de la chaise ou de la table est suffisant pour l'ancrer dans cette culture africaine, et le reste est assez léger et design. Alors, il y a quand même une sensibilisation, une éducation au design pour pouvoir emmener la population à être de plus en plus sensible à la notion de design. Est-ce que c'est à la notion de design? Est-ce que c'est ce que vous faites? C'est votre objectif aussi? Oui, toute la curation de Fook Design, en fait, c'est ça, c'est d'ouvrir l'œil du public à un design d'avant-garde. Parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui arrive ici, qui n'est pas encore bien, on va dire, pas développé, mais qui n'est pas encore bien installé. Donc nous, notre mission chez Fook, justement, c'est
d'ouvrir l'œil du public à ça. Et quand les clients viennent chez nous, on leur fait vivre en fait une expérience différente. Et c'est-à-dire qu'on les aide en fait à faire des choix ou on leur fait des propositions en tout cas qui ne sont pas classiques et qui sortent un peu des sentiers battus. Ok. Est-ce que vous avez des clients qui vous font confiance et qui sont réguliers? Oui, oui, oui. On est là depuis 2 ans, donc ça fonctionne et nos clients en fait reviennent régulièrement. C'est-à-dire que s'ils prennent par exemple des chaises ou des tables, ils vont revenir après pour continuer à meubler le reste. Ouais. Ils sont quand même assez fidèles. Ouais. Une fois qu'en fait le virus est pris, ça. Après ça continue en général. S'ils ont pris une bibliothèque, après ils prennent des livres. Ouais. Okay. J'ai compris la stratégie. Alors, est-ce que vous arrivez à en vivre, Paul, aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, mon activité principale, c'est le design, mais c'est pas ce qui me paie. Je ne vis pas entièrement de cette activité. Et vous, Violaine? Oui, nous sommes en activité depuis 14 ans, donc on continue à grandir. Aujourd'hui, Beautiful Home, c'est une entreprise avec une centaine d'employés, donc c'est un business et on en vit. Et vous avez plusieurs sites, vous exportez, je veux savoir l'extension aujourd'hui. Oui, on travaille, en fait on a commencé de façon assez particulière en produisant ici et en exportant strictement sur les États-Unis et le Canada. Ensuite on a ouvert le showroom ici en 2010, mais même actuellement on vend énormément dans la sous-région, à l'international, ainsi que localement. Intéressant et inspirant peut-être pour des jeunes femmes et des jeunes hommes qui aimeraient se lancer. Question pour vous, Paul, vous avez parlé de la Biennale. C'est important, la Biennale? La Biennale est très importante et je pense que celle-là en particulier, parce que ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas de section design à la Biennale, à la Biennale de Dakar. Cette année, il y a de nouveau une section design. J'ai été sélectionné, donc je suis vraiment honoré. Mais c'est très important parce que c'est vraiment, on va dire, le lieu où tous les nouveaux designers, artistes africains se retrouvent pour montrer au monde ce que le continent a de mieux à offrir dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment très important. On a une date? Du 6 novembre au 6 décembre. Ok. Voilà. Merci pour la pub pour la Biennale de Dakar qui est très attendue. On a déjà fait, nous, des reportages sur la Biennale, donc on attend. Alors, on vient de le voir, le mobilier africain se réinvente et détonne par sa qualité et sa créativité. Il en est de même dans la mode. L'homme que nous allons vous présenter maintenant a vu de nombreuses stars internationales porter ses créations. Gabrielle Union, Beyoncé ou encore Oumar Sy, des stars séduites par un tissu ancestral, le kente. Aristide Loy, maître du kente, c'est un reportage signé Théo Renaud et Romane Émilie Goffi. Aujourd'hui, dans le quartier de Cocody Ambassade, c'est shooting photo. Ouais. Est-ce que tu peux caler ton pied sur là? Ouais. Attention, c'est pas assez terrible. Puis tu ouvres le corps comme ça. Ouais, je pense que c'est cool. Des motifs et des couleurs uniques, des coupes contemporaines jouant sur les volumes. Allié à un tissu ancestral, le kente. C'est la signature d'Aristide Loy. Le jeune créateur s'est mis au défi de moderniser ce pagne tissé africain que l'on trouve au Ghana, au Togo ou encore en Côte d'Ivoire. Ça c'est du kente, ça c'est du pagne tie-and-dye qu'on fait à Bassam avec les boutons bronze aussi. Moi c'était pour apporter une plus-value à ce qui se fait ici localement parce qu'on a assez de ressources, les matières sont très belles. Et apporter un nouveau souffle aussi au pagne tissé. Celui-là, par exemple, je le fait au Ghana. Aussi, on le fait aussi en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça aussi la problématique, de faire élever le pagne local et puis apporter une touche contemporaine pour le vendre sur le marché global, on va dire. Valoriser le patrimoine en privilégiant les tissus locaux. Sa marque, lancée en 2017, a su se faire une place dans le petit monde de la mode. Aristide fait partie de ces créateurs qui, en fait, j'aime bien cette expression, mais mettent la Côte d'Ivoire sur la carte. Il y a beaucoup de créateurs au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud. Et je trouve que Aristide fait partie de ces créateurs qui représentent cette nouvelle garde, de créateurs. Rien ne prédestinait Aristide Loy à se lancer dans la création de vêtements haut de gamme. Né à Abidjan, c'est à des milliers de kilomètres qu'il tombe amoureux de la mode africaine. Il est alors résident aux États-Unis et étudie
les mathématiques. Mais de retour sur le continent en 2016, il se lance dans la mode. Le luxe africain ne représente alors que 3% du marché mondial, mais connaît une croissance rapide. Le succès est au rendez-vous pour Kente Gentleman, Gabrielle Union, Beyoncé, Omar Sy. Des stars internationales ont même porté ses créations. Made in Africa vous emmène à la rencontre de ce créateur qui remet au goût du jour des pagnes ancestraux et fait briller la mode ivoirienne. C'est à Grand Bassam, à quelques encablures d'Abidjan, qu'Aristide Loua trouve quelques-uns de ses fournisseurs. René Craconan réalise le tie and dye, cher aux créations du jeune designer. On fait la teinture ici. Voilà. Là, c'est la couleur orange. On ajoute de l'eau. Il faut en plus tremper. Il y a encore quelques années, ce teinturier faisait principalement des nappes et des serviettes. Les commandes d'Aristide Loua sont venues doper son activité. C'est le genre d'homme qu'on veut pour que l'art puisse aller de l'avant. Parce qu'avant, on n'avait pas cette occasion. On ne faisait seulement que vendre ceux de passage. Mais aujourd'hui, au moins, on a les gens comme Aristide qui peuvent venir et pour pouvoir développer l'art pour que les gens puissent connaître ce que nous on fait. Loua travaille main dans la main avec ses artisans. Couleurs, motifs, textures, rien n'est laissé au hasard. On assure. Dis quoi, ça va? Oui, ça va. Et chez toi? Les 2 jours. Hein. Ouais, on est là. C'est bon, tu as vu faire le... Ah oui, le tissu, oui, oui. Ouais. Ça. Ah, magnifique. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. La plupart de ses fournisseurs se trouvent au Ghana, au Togo et au Burkina Faso, où il voyage régulièrement à la recherche de pagnes ancestraux. C'est ensuite à Yopougon que les vêtements de Kente Gentleman prennent forme. Ouais, Jean, ça va? Ça va. Paris, ça va? Dans ce petit atelier, les 2 couturiers travaillent à ses côtés depuis le lancement de la marque. Tout est fait ici en Côte d'Ivoire, ici à l'atelier. Ça fait partie de, comme je disais, la mission de vraiment soutenir l'économie locale. Aussi, on a beaucoup de talent dans la confection des pagnes traditionnelles, mais aussi dans la confection même des pièces. Le choix du Kente, tissé depuis le XIIe siècle par le peuple Akan, au Ghana et en Côte d'Ivoire, était pour lui une évidence face au wax hollandais. Moi, je préfère utiliser le pagne local parce que c'est vraiment de chez nous. Le fait d'utiliser le pagne local, ça contribue déjà à ce qui se fait dans la région et ça apporte aussi des revenus parce qu'il y a des villages, par exemple, où 90% des revenus viennent de la confection, dans le tissage du pagne. Donc ça contribue effectivement aux économies locales. Pour un ensemble veste et pantalon, comptez au moins 3 jours de travail. Un travail très artisanal, loin des usines de confection de la fast fashion. Des vêtements qui durent longtemps. Ça dure très longtemps. C'est durable. Voilà, c'est durable. C'est la bonne matière. Avant d'être designer, Aristide Loua est avant tout un voyageur. Des voyages aux 4 coins du monde qui ont nourri son inspiration et son appétence pour la mode. Le créateur n'a que 15 ans lorsque sa famille s'installe en Inde. Et quelques années plus tard, il part seul pour l'Amérique. En 2008, je suis parti aux États-Unis pour mes études universitaires. Ensuite, en 2013, j'ai reçu un cadeau de ma mère, des chemises en pagne. Pour moi, c'était ça la mode ivoirienne en son temps. Et le fait de porter ces chemises-là au travail avec des amis, c'était comme si je me sentais à Abidjan. Donc c'est là est venu vraiment l'engouement de créer la marque. C'est en portant ses chemises en pagne qu'Aristide a le déclic. À son retour à Abidjan en 2016, il décide de créer sa propre marque de vêtements. Des débuts loin d'être faciles. Diplômé de mathématiques, le jeune designer ne possède pas les codes du métier. Il apprend sur le tas, crée son atelier et rapidement, le succès est au rendez-vous. En 2023, il est lauréat à Paris d'un prix consacré à la mode africaine et des stars internationales arborent ses tenues. Oui, absolument fier. Déjà quand je viens de pas grand-chose et là où on est arrivé,
avec les stars, les célébrités qui ont porté la marque. Gabriel Union, Beyoncé, là bientôt on aura Omar Sy. Donc pour moi c'est un honneur, avec une fierté aussi avec toute l'équipe. Donc là on sent qu'on est sur la bonne lancée. Une ascension qui lui a permis d'ouvrir son premier showroom à Abidjan. Ça va? Bonjour. Bienvenue. Merci. Un plaisir. Ouais, ça va très bien, toi. Ouais, ça va. Créé il y a à peine quelques mois, cet espace permet à Aristide de recevoir directement ses clients. Alors, qu'est-ce que tu en penses? En un mot, ça en jette. Et j'adore la texture. Le grand point, c'est que c'est unisexe. Donc, tout le monde peut s'habiller chez Kente. Ça s'adresse à tous les âges aussi. Apporter un brin de style. Et surtout aussi la touche africaine. Comme Joseph, la clientèle est attirée par l'ancrage local de la marque. On peut inscrire ces marques-là qui fonctionnent localement dans le lot des marques qui font de la production durable. Ça, c'est un premier point. Et aussi, ça crée des emplois. C'est très important. Ça crée des emplois en Afrique. S'habiller chez Kente Gentleman a un coût. Comptez entre 400 et 700 000 francs CFA pour un costume complet et pas moins de 800 000 francs pour un manteau comme celui-ci. Un positionnement haut de gamme qui séduit un public toujours plus large. Le créateur écoule 40% de ses pièces sur le continent africain, dont 15% en Côte d'Ivoire, 60% en Europe et aux États-Unis. Le luxe et la mode africaine, c'est en plein essor en ce moment. Ils rivalisent aussi avec des marques, des grandes marques européennes ou américaines, on va dire. Et déjà ici, localement, le pouvoir d'achat ivoirien est en train d'augmenter. Donc les gens ont cet appétit là pour les choses bien faites, les choses de qualité et puis les choses qui sont faites. Parce qu'on a cette fierté, on va dire, ivoirienne ou africaine en global. Le showroom trône au cœur de Cocody, à la Villa Le Pic, un hôtel de haut standing abidjanais. Et cela n'a rien d'un hasard. Depuis 2 ans, Aristide Loua est également directeur artistique de la Villa Le Pic. Il gère la communication, l'image de l'hôtel et prend part à l'organisation d'événements. Aujourd'hui, il prépare les affiches de la prochaine soirée select de l'hôtel. Et là, ce jeudi, on a une soirée Speakeasy. Ça se passe tous les jeudis. C'est une soirée qui est ambiante avec des DJ. Et ça réunit un peu les jeunes Kadimani d'Abidjan, les artistes aussi, beaucoup de créatifs qui viennent dans la soirée. Une deuxième activité complémentaire, source de revenus mais aussi d'inspiration. À chaque fois que je viens ici, on me voit comme le locataire, on va dire. Mais oui, c'est comme une deuxième maison. Pour moi, c'est un espace qui est vraiment idéal pour venir travailler, pour venir se ressourcer, pour venir s'inspirer. Moi, je ne me limite pas seulement à la mode, parce que déjà, c'est l'esprit créatif qui m'anime, que ce soit dans la direction artistique, que ce soit dans la photo, que ce soit dans la création, conception d'événements, de design et tout. Donc, c'est tout ça qui m'anime, au fait. Cet état d'esprit, le designer n'est pas le seul à le développer en Côte d'Ivoire. De nombreux artistes tentent, comme lui, de s'inspirer des traditions africaines pour en faire des œuvres d'art contemporaines. À l'image de La Falaise Dion et son objet phare, le kori. Un coquillage venu des eaux chaudes de l'océan Indien et du Pacifique, autrefois utilisé comme monnaie d'échange. Les créations en kori de La Falaise Dion ont fait le tour du monde et les collaborations entre les deux artistes sont fréquentes. J'utilise des matériaux sourcés localement parce que pour moi c'est important de pouvoir promouvoir ce bel héritage-là et de promouvoir cette richesse en fait, cette abondance culturelle, cette abondance de matériaux que nous avons sur le continent. C'est tout ça qui est l'ambition même de nos marques parce que déjà on se réaffirme, on se réapproprie nos cultures. Les deux designers nourrissent un projet. Créer à court terme un collectif d'artistes abidjanais pour peser davantage face aux investisseurs et obtenir des financements. Aujourd'hui, 9 sociétés sur 10 dans le domaine de la mode sont de petites ou moyennes structures. Pour moi, c'est très important aujourd'hui que la scène créative, non seulement en Côte d'Ivoire,
mais partout sur le continent et dans le monde. Ouais. C'est important de pouvoir s'unir et de travailler ensemble. Exactement. C'est une grande force. Il n'y a même pas de question à se poser, on est africain, donc naturellement, on devrait être fiers de ce qu'on a et on devrait le promouvoir ensemble. Ouais. Il y a une telle beauté, une telle harmonie, une telle force dans la communauté que pour nous, c'est aujourd'hui un moyen de faire les choses en grand pour le continent et au dehors du continent, pour le monde entier. Exactement. Ouais. Selon un récent rapport de l'UNESCO, la demande pour les articles africains haut de gamme devrait augmenter de 42% dans les 10 prochaines années. Retour en plateau, nous ont rejoint Passy Kadio-Morokro, elle est entrepreneur dans la mode. Avec elle, Kader Diaby, il est créateur de Holo Concept. Merci d'être avec nous, toujours avec Maï Anaïs Djéré. Alors, dites-nous, est-ce que vous aussi, chez Foug, vous exposez des vêtements? Oui, nous avons une partie vêtements. Alors, c'est absolument tout. Il y a le meuble, il y a les livres, il y a les vêtements, il y a tout, en fait. Parfois des chaussures. Oui, en fait, absolument chez Foug, c'est un voyage à 360 dans un lifestyle. C'est ça, éclectique et unique. Alors, est-ce que les pièces d'Aristide que vous avez vues auraient pu trouver leur place dans votre concept store? Oui, complètement. Ouais. Alors, Kader Diaby, vous aussi, vous êtes créateur de mode. Vous avez ouvert votre propre showroom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, votre démarche artistique à vous? Quel est le message que vous véhiculez? Alors moi, disons que je vis dans un monde parallèle où je me pose la question de savoir qu'aurait été le design africain, précisément du nord de la Côte d'Ivoire, si on n'avait pas eu la colonisation. Donc dans ma démarche, je me dis qu'on aurait certainement évolué comme les Japonais. Donc on aurait gardé les techniques ancestrales, mais on aurait été, on les aurait adaptées à l'ère dans laquelle on vit. Par exemple, cette chemise-là. C'est du holo. C'est du holo. Vous pensez que si on n'avait pas été exposé aux influences occidentales et orientales aussi, on serait aujourd'hui habillé peut-être comme ça? Peut-être, dans ma tête, oui. En tout cas, au stade où je suis dans ma démarche, on est à ce niveau-là. Mais c'est ample? C'est ample. Ouais. C'est ample parce qu'il fait chaud, on vit dans un climat tropical et il faut que ça respire. Et le coton, c'est pareil comme pour le pagne tissé aussi, si vous regardez, les vêtements ancestraux avec le pagne tissé sont toujours amples, au fait, avec des ouvertures, pour laisser le vent circuler, au fait. Ouais. Passy, on est heureux de vous retrouver. Alors, vous aussi, vous voulez donner une empreinte africaine? Mais moi, je suis créatrice de mode d'abord. Ouais. Donc, j'ai eu ma propre marque qui s'appelle Yaleri. Donc, je me suis définie comme une créatrice de mode pendant très longtemps. Mais maintenant, je suis plutôt une entrepreneur dans la mode parce que je me suis rendu compte avec ma propre expérience des limites en fait au niveau de la production. Surtout de la production, de la connaissance du prêt-à-porter. Moi, je me suis spécialisée en prêt-à-porter. Donc, les créateurs se retrouvent à un moment donné dans cette difficulté de produire. Ce projet m'a permis en fait de rencontrer un organisme international qui nous accompagne dans la structuration d'un lieu qui accueille en fait des créateurs comme Kader pour créer leur propre création. Okay. C'est-à-dire aller vraiment du départ en fait de la chaîne jusqu'au bout. Donc là, vous basculez sur le côté entrepreneurial pour vous-même et pour d'autres. Voilà, c'est exactement ça. J'ai bien compris. Chez vous, Djéré, est-ce que les vêtements que vous exposez doivent toujours être, selon votre concept, des pièces rares? Toujours? Oui, on essaye aussi, même dans les vêtements, que ce soit rare. Ouais, parce que c'est la logique un peu de chez nous, en fait. Ouais. C'est qu'on aime quand c'est unique. Ouais. On reste dans cette logique-là aussi. OK. Est-ce qu'il y a la demande? Oui, il y a une vraie demande, en fait. On sent bien que les gens ont envie de se démarquer. Oui, OK. Ouais. C'est le cœur qui parle, généralement. Quand ils vont toucher la matière, les couleurs, quand ils vont voir la qualité, en fait, des finitions, le prix importe peu à ce moment-là. Alors, concrètement, les pièces sont rares. Beaucoup de gens y travaillent. C'est éco-responsable. Il faut payer tout le monde. Est-ce qu'il y a une incidence sur les prix? Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Il y a une incidence sur les prix, mais disons qu'on est raisonnable. On arrive à...
Par exemple, chez nous, la tranche de prix, ça part de 55 à 300. Ça dépend des pièces. Donc, il y a toujours moyen de trouver un juste milieu, un équilibre, au fait. Et après, quand on vient acheter des pièces, c'est des pièces uniques. Donc, des pièces uniques ont un coût. Est-ce que ça nourrit son homme, Kader? Oui, la preuve, j'ai quitté. Moi, je viens de la finance. Ouais. Et j'ai laissé un salaire de financier pour faire de la mode. Donc, heureusement que ça nourrit son homme, sinon... Bon, un financier qui quitte la finance pour faire la mode, il n'abandonne pas sa pensée de financier. Hein. C'est un plus. Ah ouais, c'est un plus pour lui. Il faut s'arranger. C'est vrai que c'est la mode, mais il faut s'arranger pour qu'on transforme l'activité en un produit financier qui doit pouvoir... voilà. Alors, comment est-ce que vous produisez? Est-ce que vous faites du prêt-à-porter? Oui. Oui. Je travaille avec Passy là-dessus. OK, ça c'est un point. Deuxièmement, est-ce que vous arrivez à produire en quantité, à date? Oui. OK. Oui, c'est possible. Le souci, c'est qu'il y a certains maillons de la chaîne qui ne sont pas encore totalement, comment dire ça, en phase. Donc, ça demande beaucoup de préparation, d'anticipation en fait. Avec de l'anticipation, oui, c'est possible. Mais de toute façon, c'est de l'artisanat et l'artisanat, ça prend du temps. Alors, Passy, excusez-moi, comment on fait pour accélérer l'industrialisation? Il y a l'artisanat et puis passer à l'échelle. Donc le problème, actuellement, on est au problème de passer à l'échelle. Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des premiers investissements? Est-ce qu'il y a des ateliers industriels? Enfin, je ne sais pas. C'est quoi l'actualité aujourd'hui? Je pense que c'est la perception qu'on a de l'artisanat, de l'art. Ouais. Voilà. Est-ce que moi, je finis une école je sais pas moi, de sidérurgie? Est-ce que j'ai l'idée même de me dire que, ah tiens, je peux faire des boutons industriels pour des designers? Donc c'est toute une réflexion autour de ce secteur. Concrètement, Kader Diaby, est-ce que sur la place abidjanaise, les jeunes créateurs ont suffisamment de lieux d'exposition? Suffisamment, non, mais disons que ça commence. Ouais. Il y a de plus en plus de concept stores, il y a de plus en plus d'événements. Alors, par exemple, quels événements, par exemple? On peut les citer? Les concept stores, on a Abi, on a Dozo, je ne sais pas, on a Couleur Concept, on a certains. Et puis, il y a des événements, et les créateurs ont compris qu'il faut eux-mêmes faire leurs événements. Donc, on fait nos propres événements, on fait nos pop-up. Donc, ça nous arrive d'aller dans des endroits, de faire une installation et de vendre nos produits directement aux clients, en fait. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas notre Fashion Week? Une Fashion Week, pourquoi? Enfin, si c'est juste l'événement Fashion Week, je pense que ce n'est pas nécessaire. Les Fashion Week sont faites pour attirer les bailleurs. Ça peut être un autre événement qui ne s'appelle pas forcément Fashion Week, mais qui met les créateurs en contact avec les bailleurs. Donc, c'est ça le plus important pour nous. Ce n'est pas tant la Fashion Week, en tout cas pour moi personnellement. Ce n'est pas tant la Fashion Week. C'est surtout avoir une visibilité. Mais c'est le concept. Oui. Votre idée? Moi, je trouve qu'on est trop dans du B2C. Et il faut qu'on puisse arriver à du B2B parce que c'est là où on se fait de l'argent, en fait. Et les boutiques qui nous vendent font du dépôt-vente pour la plupart. Il y a plus de B2C que de B2B, ça veut dire quoi? Alors, le B2C, c'est moi, il y a les riz qui vend à un client, personne physique. Le B2B, c'est une entreprise qui vient m'acheter du stock pour aller revendre. Voilà, là c'est intéressant. C'est là où ça permet en fait de consolider une entreprise. Voilà, parce que si on attend comme ça B2C... Et de s'exporter aussi. Exactement. D'où la production plus ou moins de masse. Oui, s'exporter, mais il y a beaucoup à faire ici déjà. Beaucoup à faire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Concentrons-nous sur ça déjà. Oui. Est-ce que vous songeriez à faire du financement pour renforcer les créateurs qui exposent déjà chez vous? Là, ce n'est pas la démarche qu'on a pour l'instant. OK. Mais je pense qu'avec le temps, ça pourrait venir. On débute, donc on n'a que 2 ans sur le marché. Donc après, voilà, le temps que ça se mette en place. Alors, question pour vous, Kader. Oui. Quel est votre regard sur la façon aujourd'hui dont la jeunesse s'habille? Trop occidentalisée? Est-ce qu'il y a de la place pour des productions locales à destination de marchés locaux, notamment de jeunes? Je pense que oui, il faut juste s'adapter. Et c'est ça le truc le plus important. Qu'est-ce que les jeunes portent? Ils portent du jean, ils portent des t-shirts. Le jean est très proche du pain tissé.
Donc pourquoi pas traiter le pain tissé comme du jean, au fait. Il faut juste adapter, au fait, c'est tout. Donc, c'est ça, donc adapter des habitudes vestimentaires à ce qu'on a comme disponibilité sur le marché. C'est ça. Ouais. C'est ce que je disais, d'adapter les techniques aux réalités de 2024, au fait. Tout le monde ne porte pas des boubous ou les jeunes. Si vous voulez cibler les jeunes, il faut regarder ce que les jeunes aiment et leur donner ce qu'ils aiment. D'une certaine façon, en fait, adapter avec les produits d'ici, il faut les adapter pour qu'ils répondent aux besoins des jeunes. Ouais. Petit dernier mot pour vous, si vous aviez un appel à lancer à tous ces jeunes qui regardent de loin, qui sentent une âme de créateur, mais qui se disent on n'est pas trop sûr de devoir se lancer, Passy. Moi, je pense qu'il faut pas se lancer au hasard. Il faut préparer ses arrières, mais il faut surtout être accompagné par des professionnels. C'est-à-dire venir vers nous, vers des gens qui ont déjà créé leur marque, qui sont dans le domaine, et surtout se former. Et un accompagnement que vous proposez aujourd'hui. On propose. Quelqu'un qui veut créer sa marque, qui n'y connaît rien, peut venir vers nous et on accompagne de A à Z. Et vous avez une enseigne qui s'appelle Studio 4. C'est un bureau d'études qui s'appelle Studio 4. Studio 4. Alors, ce que j'ai aimé dans cette émission, c'est qu'on a vu beaucoup d'art, mais on a vu aussi du business, on a vu de la structuration, de l'organisation, de l'entrepreneuriat, de la vente. C'est ça qui est fantastique. On développe de plus en plus de business. Merci à vous, Maï Anaïs Géréé, Kader Diaby et Passy Kadio Morocco. Merci d'avoir été avec nous dans ce numéro de Made in Africa. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. C'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, tant aux équipes de production d'Éléphant Africa qu'aux équipes de la RTI pour la réalisation. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite de programmes sur RTI 1.